Alors un atome a un rayon égal à peu près à 10 puissance moins 10 mètres. Il consiste en un nuage d'électrons en mouvement rapide autour d'un noyau. Celui-ci est chargé positivement et il est constitué de protons et de neutrons qu'on appelle les nucléons. Alors même si le noyau est minuscule par rapport à la taille de l'atome, il concentre à peu près 99,9% de la masse. Et il est cependant 10 000 fois plus petit que l'atome tout entier. Alors les propriétés du noyau atomique vont se révéler dans le phénomène de radioactivité et dans des applications telles que les centrales nucléaires productrices d'électricité et les armes nucléaires qui libèrent une grande quantité d'énergie. À une échelle beaucoup plus grande, la fusion nucléaire est la source de l'énergie des étoiles. Dès que l'existence du noyau fut découverte, en 1911 par Rutherford, une question se posa alors, qu'est-ce qui maintient la cohésion du noyau? Dès qu'un noyau contient plusieurs protons, ces derniers se repoussent en raison de la force électrostatique de Coulomb. Vous vous rappelez en effet que des charges électriques de même signe se repoussent. Un calcul simple, en utilisant la loi électrostatique de Coulomb, montre que deux protons qui sont en contact l'un avec l'autre dans le noyau vont se repousser avec une force de l'ordre de 50 newtons. 50 newtons, c'est énorme par rapport à la petite masse des protons. Il est donc évident qu'une autre force existe qu'on appelle la force nucléaire qui agit à l'intérieur du noyau, et cette force nucléaire lie les neutrons et les protons pour former les noyaux. Mais malgré cette interaction nucléaire, certains noyaux vont être instables, ce qui donne lieu au phénomène de radioactivité. Et dans ce chapitre 6, on va s'intéresser à la vitesse à laquelle ces noyaux se désintègrent. Donc, comme on vient de le dire, le noyau de l'atome est constitué de protons dont la charge est positive et de neutrons dont la charge est nulle. Des noyaux sont appelés isotopes s'ils ont le même nombre de charges, grand Z, mais un nombre de nucléons, grand A, différent. Il faut bien vous remémoriser la notation AZX qui décrit la structure du noyau. Grand A, c'est le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi nombre de masse, puisque le noyau de l'atome contribue à 99,9% à la masse de l'atome. Grand Z, c'est le numéro atomique, aussi appelé nombre de protons ou nombre de charges. Et grand X est le symbole de l'élément. H pour l'hydrogène, C pour le carbone, etc. On va indiquer les compositions des noyaux du carbone 13 et du carbone 14. Donc le carbone 13 comporte 6 protons. Et il y a 13 nucléons en tout, dont 6 protons. Donc pour avoir le nombre de neutrons, il faut faire 13 moins 6. Et on obtient donc 7. Même principe pour le carbone 14. Il y a 6 protons, 14 nucléons en tout. Et donc 14 moins 6, 8 neutrons. On retrouve bien que deux noyaux qui ont le même nombre de protons appartiennent au même élément chimique. C'est le nombre de protons qui caractérise l'élément chimique. Que peut-on dire de ces deux noyaux? Ces deux noyaux sont isotopes. Même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent. Alors quelques particules dont il faudra connaître les formules pour pouvoir équilibrer les équations nucléaires. Alors le proton, il contient un proton par définition, donc 1 en bas, un nucléon, qui est ce proton, et on utilise la lettre P pour symboliser la particule. Le neutron, il a une charge électrique nulle, il ne contient pas de proton par définition, on met 0 en bas, il y a donc un nucléon, qui est ce neutron, et la lettre petit n, pour symboliser la particule. L'électron maintenant, avec la notation AZX, en bas à gauche, c'est le nombre de charges. Donc l'électron, il a une charge négative, donc moins 1. Il ne contient pas de nucléon, donc 0. Et on met ici un petit e pour symboliser l'électron. Le positon est l'antiparticule de l'électron. Il possède une charge électrique qui est opposée, donc qui est positive, d'où la notation. Ce qu'on appelle une particule alpha est un noyau d'hélium. L'hélium, c'est le deuxième élément chimique dans la classification périodique. Il comporte 2 protons, il y a aussi 2 neutrons, donc ça fait 4 nucléons en tout, et le symbole He. Toutes les réactions nucléaires vont vérifier les lois de Soddy. Il va y avoir conservation du nombre de nucléons et aussi conservation de la charge. On va étudier cette transformation nucléaire où un neutron entre en collision avec un noyau d'uranium-235 qui va donner donc un noyau fils inconnu dont il va falloir déterminer les caractéristiques, du xénon 139 plus 3 neutrons. Il s'agit d'une réaction de fission nucléaire, on va casser un noyau d'uranium. Donc il va y avoir conservation de A, ce qui se traduit à gauche par 1 plus
235 va être égal à grand A, le nombre de masses du noyau inconnu, plus 139 pour le xénon, plus, il y a 3 neutrons qui sont émis, donc plus 3 fois 1, donc plus 3. On en déduit que A est égal à 94. On va regarder maintenant la conservation de la charge. Alors qu'est-ce que ça donne? À gauche, on va avoir 0 plus 92, qui va être égal à grand Z, le numéro atomique du noyau fils inconnu, plus 54 pour le xénon, plus 3 neutrons, donc 3 fois 0, plus 0. On en déduit la valeur de Z, qui va être égale ici à 38. Alors Z égale 38, de quel noyau s'agit-il? Pour cela, il faut chercher dans la classification périodique. Z égale 38, vous l'avez trouvé, il s'agit du strontium. Z égale 38 ici. On peut maintenant écrire 38, 94, SR, qui est donc le noyau inconnu. Alors tout noyau va être représenté par une case sur une carte qu'on appelle le diagramme NZ. En abscisse, on va avoir le nombre de protons contenus dans le noyau, et en ordonnée, le nombre de neutrons, grand N. Vous voyez ce petit carré rouge en bas à gauche, il est zoomé ici en grand. Tout en bas, on trouve ici le noyau de l'atome d'hydrogène avec un proton. Juste au-dessus, le noyau de l'hydrogène avec un neutron en plus. Donc dans le noyau, il y a 2 nucléons, un proton et un neutron. Donc on va voir que les éléments qui sont dans une même colonne vont être des isotopes. Puis après, donc, on va trouver l'isotope 3, qu'on appelle aussi le tritium, l'isotope 4, l'isotope 5 de l'hydrogène. Dans la colonne d'à côté, on va trouver l'hélium, avec l'hélium 3, l'hélium 4, l'hélium 5, etc. Tous les isotopes qui existent de l'hélium. Et en se déplaçant de colonne en colonne vers la droite, on va retrouver tous les éléments de la classification périodique, classés par numéro atomique croissant. Alors sur cette carte NZ, seuls les noyaux qui peuvent exister ont été représentés. Il existe près de 2000 noyaux d'atomes, dont seulement 279 vont être stables. Les autres vont être instables donc. Pour Z inférieur ou égal à 20, les noyaux stables vont être au voisinage de la bisectrice sur le diagramme NZ, c'est-à-dire de la droite n égale Z. C'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Ça correspond aux noyaux qui sont représentés en noir sur le diagramme NZ. Donc on voit que les noyaux stables, ils ont à peu près autant de protons que de neutrons. Alors les noyaux instables sont radioactifs. Ils se transforment en noyaux stables par une ou plusieurs désintégrations spontanées avec émission de différentes particules. Alors pour commencer, il va y avoir la désintégration β-. La particule qui va être émise, ça va être un électron. De façon générale, le noyau père va se désintégrer en un noyau fils plus un électron. On va utiliser les lois de conservation de Soddy pour trouver la composition du noyau fils. En haut, grand A, ça doit être égal à quelque chose plus 0, donc c'est tout simplement grand A en haut. Et en bas, grand Z doit être égal à quelque chose plus moins 1. Donc pour qu'il y ait conservation, il faut que ça soit Z plus 1. Un exemple avec le thallium 204 qui est donc émetteur β-. Donc il va se désintégrer en donnant un noyau fils qui va avoir pour caractéristique. Donc en haut ça va être 204 et en bas 82. On a bien 81 qui est égal à 82 moins 1 pour avoir la conservation de la charge. Il reste à identifier ce noyau, donc pour cela il faut chercher dans la classification périodique. Alors vous l'avez trouvé, Z égale 82, il s'agit du plomb. Donc du plomb 204. Lors d'une désintégration β+, il va y avoir émission d'un positon. Je vous laisse écrire les lois de conservation et identifier le noyau fils inconnu lors de la désintégration β+ du bismuth. Donc mettez la vidéo sur pause pour répondre à ces questions. Alors qu'est-ce que l'on obtient? En haut, conservation de A doit être égal à quelque chose plus 0, donc c'est grand A. En bas, on doit avoir grand Z qui va être égal à quelque chose plus 1, donc c'est Z moins 1. Donc dans le cas du bismuth, en haut on va trouver 204 et en bas 82. On a bien 83 qui est égal à 82 plus 1. 82, c'est même pas la peine d'aller regarder dans la classification périodique, on l'a déjà trouvé, il s'agit du plomb. On va regarder maintenant les désintégrations alpha.
Désintégration alpha, ça signifie que la particule qui va être émise va être un noyau d'hélium. On utilise à nouveau les règles de conservation et je vous laisse trouver le noyau fils lors de la désintégration alpha du polonium 208. Alors les lois de conservation, tout d'abord, en haut on doit avoir grand A qui est égal à quelque chose plus 4, donc ça va être 1 moins 4, et en bas on va trouver Z moins 2. Donc dans le cas du polonium, en haut on va trouver 208 qui va être égal à 204 plus 4, et en bas 84 qui va être égal à 82 plus 2. Quel est l'élément chimique qui a pour numéro atomique Z égale 82? On l'a déjà rencontré 2 fois, c'est le plomb. Alors sur la carte NZ, tous les noyaux qui sont radioactifs β- sont en rouge, ceux qui sont radioactifs β+ en bleu, ceux qui sont radioactifs alpha en jaune, et les noyaux stables, je vous rappelle, ils sont en noir. Il ne reste plus qu'à prendre vos crayons de couleur pour le reproduire. Sur le schéma du dessous, on a un zoom sur la carte NZ, sur les désintégrations β-, β+ et alpha que l'on vient de voir. Et on voit que les noyaux β- qui sont en rouge sont au-dessus de la vallée de la stabilité, et les désintégrations β- vont permettre à ces noyaux de s'en rapprocher. De même, les noyaux β+ sont en dessous de la vallée de la stabilité, ils sont en bleu, et les désintégrations β+ vont leur permettre de se rapprocher de cette vallée de la stabilité. Les noyaux qui sont émetteurs alpha sont en jaune, ils ont à la fois trop de protons et trop de neutrons, et la désintégration alpha va leur permettre là aussi de se rapprocher de cette vallée. Le noyau fils sera aussi souvent radioactif, et il faudra plusieurs désintégrations successives pour tomber sur un noyau stable. Souvent le noyau fils sera dans un état excité, que l'on note avec une étoile. Le noyau fils excité va retourner à son état fondamental, il va se désexciter en émettant un rayonnement gamma. Ce rayonnement gamma a une très courte longueur d'onde, il est très pénétrant et très dangereux. Il faut des écrans en plomb de plusieurs centimètres d'épaisseur pour les absorber, plusieurs décimètres avec du béton. L'écriture de cette désexcitation gamma se fait ainsi. Donc le noyau Y dans son état excité va se désexciter en émettant un rayonnement gamma, donc la petite étoile disparaît. Alors on va s'intéresser maintenant à la vitesse à laquelle ces noyaux radioactifs vont disparaître, donc à la loi de décroissance radioactive. Alors tout d'abord, la désintégration radioactive a un caractère aléatoire. Dans un échantillon radioactif, la probabilité de désintégration d'un noyau pendant un intervalle de temps donné est la même à chaque instant. Elle ne dépend pas du passé. On dit qu'un noyau meurt sans vieillir. Ça signifie que pour un intervalle de temps donné, un noyau qui a été créé très récemment et un noyau qui est beaucoup plus vieux vont avoir exactement la même probabilité de se désintégrer. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour les êtres humains. Plus on vieillit, plus le nombre d'années qui nous reste à vivre va diminuer. Les désintégrations radioactives sont aléatoires et il est impossible d'agir. Il n'y a pas de facteur cinétique comme en chimie. Là, un changement de température ou un changement de pression ne va pas avoir d'effet sur la vitesse à laquelle les noyaux vont se désintégrer. Puisqu'une désintégration radioactive est un phénomène aléatoire, pour la simuler, on peut utiliser un dé à jouer. Et pour simuler la loi de décroissance radioactive d'un très grand nombre de noyaux, on peut utiliser un très grand nombre de dés. Ici, on a 400 dés. Chaque dé symbolise donc un noyau et le nombre de lancers, le temps écoulé. À chaque fois que l'on va obtenir un 6, on va considérer que le noyau, le dé ici en fait, a subi une désintégration et l'on relance à nouveau les dés qui restent. L'allure de la courbe que l'on va obtenir, la courbe qui va donner le nombre de noyaux en fonction du numéro du lancer, va nous donner donc la loi de décroissance radioactive. J'ai réinitialisé l'animation, j'ai mis tous les dés tels qu'ils présentent la face 1 et je lance mes 400 dés. J'ai ici 71 dés qui sont tombés sur le chiffre 6, donc j'ai 71 dés qui ont disparu, il en reste 329, d'où le point expérimental qui apparaît ici. Et je relance mes dés, et je vois apparaître, au fur et à mesure, la courbe qui donne le nombre de dés restants en fonction du numéro du lancer. Il reste encore 3 dés, 2, et voilà. On va voir maintenant comment établir cette loi de décroissance radioactive. Alors chaque nucléide, chaque noyau, est caractérisé par une constante lambda qu'on appelle la constante radioactive.
et elle représente la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps. Ainsi, la probabilité de désintégration d'un noyau pendant une durée delta t vaut, puisque lambda c'est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps, la probabilité de désintégration d'un noyau pendant une durée delta t vaudra lambda fois delta t. Une probabilité, c'est une grandeur sans unité. La probabilité d'obtenir un 6 lorsque l'on lance un dé, c'est un sixième, donc un nombre sans unité. Delta t est en secondes, donc lambda doit être en seconde moins 1 pour que le produit lambda fois delta t, qui est une probabilité, soit sans unité. Donc on va établir maintenant l'équation différentielle qui régit cette loi de décroissance radioactive. Alors considérons un échantillon contenant n noyaux à la date t. Delta t plus tard, le nombre de noyaux a diminué. Le nombre de noyaux ayant disparu a pour expression n de t moins le nombre de noyaux à la date t plus delta t. Et je vous rappelle qu'une variation, c'est la quantité finale moins la quantité initiale. Or ici, j'ai la quantité initiale moins la quantité finale. Donc c'est égal à l'opposé de la variation du nombre de noyaux, donc moins delta n, à la date t. Maintenant, en utilisant la définition de lambda, on va pouvoir écrire que le nombre de noyaux qui est disparu, donc moins delta n de t, va être égal à quoi? Pensez ici à l'animation avec les dés. Au départ, au premier lancer, j'avais 400 dés, et j'ai une chance sur 6 d'avoir le chiffre 6. Donc le nombre de dés qui va disparaître, ça va être à peu près 1/6 de 400, la probabilité que multiplie le nombre de dés. Ici, ça va être pareil, la probabilité de désintégration d'un noyau, c'est lambda fois delta t, et pour avoir le nombre de noyaux qui s'est désintégré, je multiplie par le nombre de noyaux. Donc à gauche, j'ai le nombre de noyaux ayant disparu, qui est égal à la probabilité de disparition d'un noyau pendant la durée delta t, que multiplie le nombre de noyaux. Je vais faire apparaître le taux de variation en divisant par delta t des deux côtés. Je vais donc avoir delta n de t divisé par delta t, qui va être égal à moins lambda que multiplie n de t. Et en faisant tendre delta t vers 0, on va arriver à la notion de dérivée, c'est-à-dire que la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps va être égale à moins lambda que multiplie le nombre de noyaux. Équation différentielle de la forme y' égale a fois y, avec petit a qui va être égal à moins lambda. Donc rappelez-vous, pour une équation différentielle de la forme y' égale a fois y, la solution est y égale y0 exponentielle a fois t, où y0 est la valeur initiale. Comme ici a est égal à moins lambda, on va obtenir n de t va être égal à n0, le nombre initial de noyaux, que multiplie exponentielle de moins lambda fois t. Donc dans cette relation, n de t représente le nombre de noyaux restants à l'instant t. N0, c'est le nombre initial de noyaux.
Et lambda, c'est la constante radioactive. Unité seconde moins 1. Le temps de demi-vie, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se soient désintégrés. Le temps de demi-vie est une caractéristique du noyau radioactif. Le temps de demi-vie peut être relié à la constante radioactive, on va établir cette relation. Donc par définition du temps de demi-vie, le nombre de noyaux qui existent à la date T1,5 est égal à la moitié du nombre de noyaux initial. Je vais utiliser maintenant la loi de décroissance radioactive. Donc le nombre de noyaux à la date T1,5 va être égal à quoi? Ça va être égal à N0 que multiplie exponentielle de moins lambda fois justement T1,5. On peut simplifier par N0 et on obtient 1,5 est égal à exponentielle de moins lambda fois T1,5. Et en prenant l'inverse des deux côtés, on va voir 2 qui va être égal à l'inverse de exponentielle moins lambda fois T1,5, c'est-à-dire exponentielle de lambda que multiplie T1,5. Je prends le log des deux côtés. Log de exponentielle de x, c'est x, donc log de exponentielle de lambda fois T1,5, c'est égal à lambda fois T1,5. Et donc, en considérant le début et la fin de l'égalité, on arrive à la relation qu'il faut savoir réétablir, T1,5, qui est égal à log de 2 sur lambda. On rappelle les unités, lambda en seconde moins 1 et T1,5 en seconde. Donc sur le schéma, on retrouve l'allure de la courbe que l'on avait tout à l'heure avec les dés, c'est-à-dire une décroissance exponentielle. L'ordonnée à l'origine correspond au nombre de noyaux. Donc ici, il y a 8000 noyaux à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t1,5, il va en rester n0 sur 2, c'est-à-dire 4000. Et on peut lire ici, en abscisse, la valeur de t1,5. Donc au bout de 1 fois t1,5, le nombre de noyaux initial a été divisé par 2. Si j'attends encore une durée égale à t1,5, ce nombre de noyaux de 4000 va être encore divisé par 2. Il ne va plus en rester que 2000. Il va donc en rester n0 sur 4. Donc au bout de 2 t1,5, le nombre de noyaux initial a été divisé par 2 puissance 2 égale 4. Donc il me restait 2000 noyaux. Si j'attends encore une durée égale à t1,5, il va en rester 2000 que divise 2, c'est-à-dire 1000, soit n0 sur 8. Au bout de 3 t1,5, le nombre de noyaux a été divisé par 2 puissance 3 égale 8. Au bout de 4 fois t1,5, ce nombre de noyaux aurait été divisé par 2 puissance 4 égale 16. Et de façon plus générale, au bout de n fois t1,5, ce nombre de noyaux aurait été divisé par 2 puissance n. L'activité d'un échantillon de matière radioactive est définie par le nombre de désintégrations qui se produisent à chaque instant, le nombre de désintégrations de noyaux. Cette activité est une caractéristique très importante avec la nature des rayons qui sont émis. Donc l'activité d'un échantillon radioactif correspond au nombre de désintégrations radioactives par seconde ayant lieu dans l'échantillon. Elle se note grand A. Son unité est le becquerel, en hommage à Henri Becquerel qui a découvert le premier le phénomène de la radioactivité. Donc un becquerel correspond à une désintégration radioactive par seconde. L'activité se mesure en becquerel, symbole BQ. Et donc pour avoir ce taux de désintégration par seconde, il faut prendre l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps. Le nombre de noyaux est une fonction décroissante du temps, donc la dérivée de ce nombre est négative. D'où la présence du signe moins pour avoir une grandeur positive.
Un petit rappel mathématique, la dérivée de f de g de x, donc la dérivée d'une fonction composée, c'est g' de x que multiplie f' de g de x. On va utiliser la définition, donc l'activité, c'est moins la dérivée par rapport au temps du nombre de noyaux. Je vais remplacer par la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire n0 que multiplie exponentielle moins lambda fois t. Je peux sortir le n0 de la dérivation, on va donc obtenir moins n0, dérivé par rapport au temps, de exponentielle moins lambda fois t. Et j'ai ici ma fonction composée, avec le f et le g. Donc pour commencer, la dérivée de moins lambda t par rapport au temps, c'est moins lambda. Il va y avoir le moins n0 devant, donc les moins vont se simplifier. Donc je vais avoir lambda fois n0. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, donc exponentielle moins lambda fois t. Lambda fois n0 va représenter l'activité initiale. De plus, je reconnais ici n0 exponentielle moins lambda t, c'est le nombre de noyaux à l'instant t. Donc finalement, deux relations permettent d'exprimer l'activité. C'est égal à a0 exponentielle moins lambda t. C'est aussi égal à lambda que multiplie le nombre de noyaux à l'instant t. Donc l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Donc, dans la relation A de t égale A0 exponentielle moins lambda t, A de t représente l'activité de la source à la date t. A0, c'est l'activité initiale. Et lambda, c'est la constante radioactive. Ainsi, l'activité suit exactement la même loi de décroissance radioactive que la population de noyaux. En particulier, au bout d'une durée qui est égale à t1,5, l'activité a été divisée par 2. Donc ça permet de faire une détermination graphique très simple du temps de demi-vie. On va voir un exemple de méthode de datation, c'est la datation au carbone 14. Le carbone 14 est radioactif β-, sa demi-vie est de 5730 années. Vous allez commencer par écrire l'équation de désintégration radioactive du carbone 14, sachant qu'il est émetteur β-. Alors c'est fini, puisqu'il est émetteur β-, la particule émise est un électron, symbole petit e, 0, moins 1. Après, on utilise les lois de conservation de Soddy. On va obtenir en haut 14 et en bas 7, puisque 6 c'est égal à 7 moins 1. Il reste à déterminer l'élément chimique qui a pour numéro atomique 7 en regardant une classification périodique. Il s'agit de l'azote. Alors le taux de carbone 14 dans l'atmosphère est constant. Il est régénéré en permanence par une réaction entre l'azote 14 et les neutrons cosmiques. Par la réaction donc qui est indiquée ici, on peut vérifier aussi rapidement que cette réaction nucléaire vérifie les lois de Soddy. Ce carbone 14 va se trouver dans les molécules de dioxyde de carbone de l'air. Tous les organismes vivants échangent du carbone avec l'atmosphère, soit directement par la photosynthèse, soit par l'alimentation. Le taux de carbone 14 par rapport au carbone 12 dans les tissus est ainsi identique à la proportion atmosphérique. Donc les plantes, grâce à la photosynthèse, vont avoir un taux de carbone 14 qui va être identique à la proportion atmosphérique, et puis les êtres humains, parce qu'ils mangent des plantes, parce qu'ils mangent des animaux qui ont mangé des plantes, vont aussi avoir, tant qu'ils sont en vie, une proportion de carbone 14 identique à la proportion atmosphérique. À la mort de ces organismes vivants, ces échanges vont cesser et le carbone 14 ne va plus être renouvelé, régénéré. La quantité de carbone 14 diminue alors, selon la loi de décroissance radioactive, et c'est ça qui va permettre de faire des datations. Donc l'activité initiale, ça va être l'activité du carbone 14 dans l'atmosphère, et l'instant t égale 0, que l'on va utiliser dans la loi de décroissance radioactive, ça va être le moment où l'organisme vivant va disparaître, va mourir.
Pour pouvoir utiliser cette méthode de datation carbone 14, il faut quand même qu'il subsiste suffisamment d'atomes de carbone 14 dans l'échantillon. On considère qu'on peut faire des mesures jusqu'à environ 50 000 ans après la mort de l'organisme vivant. Donc ça correspond à peu près à 10 fois la demi-vie du carbone 14. Au bout de 10 fois T1,5, l'activité a été divisée par 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024, donc à peu près par 1000. Un exercice d'application, des fragments d'os ont été prélevés sur un site préhistorique. La mesure de l'activité du carbone 14 contenue dans ces fragments donne 1,8 désintégrations par minute et par gramme de carbone. L'activité de référence pour un os issu d'un être vivant donne une valeur de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Déterminer l'âge de l'échantillon. On va commencer par écrire la loi de décroissance radioactive pour les activités. A de t égale A0 exponentielle moins lambda fois t. Et il va falloir exprimer t. On commence donc par isoler l'exponentielle. Exponentielle de moins lambda fois t va être égale à A de t divisé par A0. Pour pouvoir faire sortir le temps de l'exponentielle, je vais utiliser la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire le logarithme népérien. Donc log de exponentielle moins lambda fois t va être égal à log de A de t sur A0. Or, log de l'exponentielle de x, c'est x. Donc j'obtiens moins lambda fois t va être égal à log de A sur A0, que je peux réécrire t, qui va être égal à moins 1 sur lambda log de A sur A0. Log de 1 sur x, c'est moins log de x, donc je peux réécrire cette expression en faisant disparaître le signe moins, 1 sur lambda log, et cette fois-ci de A0 sur A. Alors la donnée de l'énoncé, ce n'est pas la constante radioactive, c'est le temps de demi-vie. Donc il va falloir que j'exprime lambda en fonction du temps de demi-vie. On avait démontré tout à l'heure que T1,5 c'était log de 2 sur lambda, donc lambda c'est log de 2 sur T1,5. Et je vais remplacer dans l'expression. Donc, t va être égal, alors tout à l'heure c'était 1 sur lambda, lambda étant égal à log de 2 sur t1,5, 1 sur lambda c'est t1,5 sur log de 2. Que multiplie log 2 à 0 sur A. Cette relation n'est pas à connaître par cœur, mais il faut savoir la réétablir. Alors on va passer à l'application numérique. T1,5, inutile de convertir en secondes, il vaut mieux ici laisser T1,5 en années, et on va avoir T en années. Donc on remplace par 5730, on divise par log de 2. Après on a log de A0 sur A. A0 c'est l'activité initiale, l'activité de référence. Là aussi, peu importe l'unité, il faut que les deux unités pour l'activité soient les mêmes, puisqu'on a un quotient. Donc 13,6 c'est l'activité initiale, c'est l'activité du carbone 14 dans les êtres vivants. Et on divise par l'activité résiduelle, c'est-à-dire 1,8. Le résultat de l'application numérique donne 1,7 que multiplie 10 puissance 4 années. Exactement, si on fait l'application numérique, on trouve 16 717 années. Mais il faut garder un nombre de chiffres significatifs adapté. Ainsi, cet organisme vivant est mort il y a 17 000 ans, c'est-à-dire à peu près 15 000 années avant notre ère. Le principe de la datation carbone 14 est très simple. En réalité, quand même, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le taux de carbone 14 dans l'atmosphère n'est pas tout à fait constant. Et si on veut faire une datation précise, il faut prendre en compte ces petites variations dans les calculs. Si vous êtes intéressé par le sujet, regardez la vidéo que je vous ai mis en lien sur le site par ScienceClick.
Regardons maintenant ce qu'on appelle la radioprotection, c'est-à-dire comment se protéger de ces rayonnements émis par une source radioactive. Il y a 3 façons de s'en protéger. Première façon, c'est de s'éloigner de la source. Comme ces rayonnements sont émis dans toutes les directions, plus on va être éloigné de la source, moins on va recevoir de ces rayonnements. Si on double la distance, on va recevoir 4 fois moins de rayonnements. Autre façon de faire, c'est de réduire le temps d'exposition à la source. Ainsi, les ouvriers liquidateurs à la centrale de Tchernobyl étaient chronométrés sur leur lieu de travail pour contrôler la dose de rayonnement qu'ils recevaient. Troisième façon de faire, c'est d'interposer des écrans efficaces. Alors, s'il est assez facile d'arrêter des rayonnements alpha ou bêta, une feuille de papier suffit pour le rayonnement alpha et une plaque d'aluminium pour les rayonnements bêta plus et bêta moins, il va être beaucoup plus compliqué d'arrêter les rayonnements gamma, puisqu'il faut une plaque de plomb de quelques centimètres d'épaisseur pour pouvoir les arrêter, ou plusieurs décimètres de béton. Voici quelques exemples d'activités de sources radioactives. Alors, l'activité de l'homme, c'est 150 becquerels par kilogramme. Donc, pour une personne qui a une masse de 60 kg, ça fait une activité de 9000 becquerels. Ça signifie qu'à chaque seconde, il y a, pour un élève qui fait 60 kg, il y a 9000 noyaux qui se désintègrent à l'intérieur de son corps. Alors, 82% de la dose annuelle de radiation que l'on reçoit va être d'origine naturelle, à cause du radon, des rayonnements cosmiques. Les 18% restants ont pour origine l'activité humaine, les rayons X lorsque vous faites des radios, la médecine nucléaire, les retombées radioactives de tous les essais nucléaires et les bombes nucléaires qu'il y a eu dans la deuxième partie du XXe siècle. Les déchets radioactifs peuvent avoir des activités qui vont de 1000 becquerels à plusieurs milliards de becquerels par gramme pour ce qu'on appelle les cendres de la combustion nucléaire. Alors il y a des utilisations importantes de la radioactivité dans le domaine médical. En imagerie, on peut injecter à un patient une substance contenant un radioisotope qu'on appelle traceur radioactif. La substance va se fixer chimiquement sur certaines cellules et avec une caméra sensible au rayonnement émis par ces radioisotopes, on va pouvoir détecter ces cellules. En radiothérapie, on peut utiliser la radioactivité aussi pour lutter contre certains cancers. Les rayonnements vont détruire les cellules cancéreuses.